Bonjour à tous, ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'octobre. Donc, un gros bilan lecture, 57 volumes de lus. C'est presque du cas de 2 par jour. Et il y a des journées que je lis pas. Wow! J'ai été intense. Je vais peut-être être moins intense le mois prochain. On verra bien en novembre. Mais sans plus tarder, abonne-toi, like et commente si t'aimes toujours le format. Moi, ça me fait plaisir de juste faire un gros vidéo à la fin du mois. Oui, c'est des longues vidéos. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, hein? Il y a des vidéos qui pourraient se faire entre-temps. Je vais vérifier ça quand je vais avoir du temps dans ma tête, un petit peu plus. Mais sans plus attendre, on passe aux séries terminées. Je n'ai fini qu'une seule série ce mois-ci. Mais, pas des moindres, j'ai lu les tomes 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de Steel Ball Run. Donc, c'est le temps de donner mon avis final sur Steel Ball Run. Dans le fond, on retrouve dans ces tomes-là l'attaque, d'une certaine façon, la contre-attaque de Dio qui va aller se battre contre le président un petit peu parce qu'il pense avoir trouvé le point faible. Il a réussi, c'est quand même intéressant. On va voir des belles avancées, des beaux progrès. C'est sympathique, Lucy et le bébé et tout. C'est vraiment bien fait avec Hot Pants aussi. Le combat est vachement bien mené, mais va finir d'une façon que j'étais comme hein? Ok. Par la suite, on va voir Gyro et Johnny qui vont se battre contre le président pendant à peu près 3 tomes. Jusqu'à peu près au tome 23. C'est très bien mené. L'auteur sait exactement quoi faire pour qu'on s'investisse dans ces personnages puis qu'on se dise mais qui va gagner le combat? On va avancer tranquillement, pas vite. On va voir que ça va plus très bien pour Gyro. Gyro qui d'ailleurs va y laisser la vie dans cet arc. Ça reste... C'est ultra rapide à lire les tomes qui sont là. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Et j'ai vraiment aimé le fait que le président, finalement, il était un peu ambigu comme personnage. On en apprend plus sur lui. Puis même à ça, j'étais comme, moi, il est pas si mauvais. Puis Johnny est quand même mauvais. Mais pas... Mais, tu sais, il y avait une belle affaire qui faisait que je me rebalançais. Et on arrive dans le tome 23 où on a la belle surprise du fait que le combat contre le président est fini. Mais qu'il reste un dernier adversaire encore. Il reste un tome et demi, c'est logique. Et qui est ce dernier adversaire? C'est tellement bien sorti de nulle part. Ben, c'est Dio! Mais pas n'importe quel Dio. Un Dio dans un autre univers, sorti par le président, et qui sait utiliser The World! J'étais totalement choqué. J'ai vraiment aimé la course-poursuite qu'on a dans le tome 24 d'une certaine façon, où on sait pas trop qui va gagner entre Johnny et Dio. On finit par avoir le vrai gagnant de la course. J'ai adoré la façon que le personnage de Dio est apporté à la fin, les références à la première saga et tout. C'est vraiment bien amené. C'est une saga palpitante, Steel Ball Run. Oui, j'ai eu des moments où j'étais comme... C'est long. Mais du tome 19 au 24, ça te prend par la main, ça te garoche sur le mur, ça te dit « Let's go! C'est bon! » Pour moi, c'est rendu probablement ma saga préférée, juste pour ce que ça fait comme up and down, suivi de la partie 4. Ça, c'est certain. J'adore trop Kira pour que ce soit pas ça. En deuxième position pour moi. Donc, c'est la vie. Mais bon, c'était pour Jojo. Maintenant, on passe aux séries continuées en plus d'un exemplaire. Donc, bien entendu, on va commencer par l'autre série que j'ai vraiment continué. Le tome 19, 20, 21, 22 et 23 de Darwin's Game. Dans le fond, j'ai continué quand même très bien avancé. Je suis presque à jour, il me reste un tome à lire. Il est dans la pile à lire pour le mois de novembre. Donc, on reprend. On était dans l'arc où c'était les pirates et tout. L'arc se finit abruptement et on se ramasse dans un autre monde parallèle, à une époque différente du Japon. Et on va vivre un petit peu en catimini et tout. C'est relax, c'est juste...
On sait pas trop d'où ça sort, mais c'est sympathique à voir. Pour par la suite avoir Kaname qui va retourner dans le présent, parce qu'on a quand même l'histoire du présent avec tout ce qui arrive justement dans le présent. Et Kaname va finir par revenir dans le présent, tout seul, après avoir eu un petit entraînement. On va le voir justement après une attaque surprise et tout. Le maître du jeu vient le chercher lui-même et fait genre Yo, je t'amène là-bas pour que tu ailles te battre contre les créatures. Vraiment pas le fun. Et donc, on repart avec le tome 21 où Kaname va commencer à rencontrer les créatures au Japon. Et va survivre tranquillement pas vite pour apprendre qu'il est 5 ans plus tard. Donc on va revoir les personnages qu'il a laissés au Japon. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. J'ai trouvé ça intéressant qu'on ait une saute de temps justement et que ce soit apporté de cette façon-là. Avec justement des créatures, des greeds qui peuvent se transformer en humains. Fait qu'on peut soupçonner beaucoup de monde maintenant d'être un greed. J'ai vraiment apprécié. C'est bien mené. Même ceux laissés sur place sont bien faits. On va même avoir Oboro qui va venir et être important dans l'œuvre de plus en plus. Va rejoindre l'équipe avec Kaname et Kaname et tout vont essayer d'éliminer les greeds tranquillement pas vite, aider le maître du jeu. On n'a pas de but tant défini pour cet arc-là, mais ça reste sympathique. Surtout que là, on se rend au village blanc et que rendu au village blanc, le village blanc se fait attaquer par un greed humanoïde qui vole les sigils. Et pour moi, c'est une façon très bien importante et bien amenée, surtout de ramener des personnages comme Suzune, qui sont sympathiques à revoir en action. J'ai surtout aimé le cliffhanger de la fin du tome 23. Je vous en parle pas plus que ça, parce que j'étais comme « Wow! » Tu sais, et pour moi, ça reste quand même une très bonne série qui continue de bien faire sa job. On sent qu'on se dirige vers la fin. On n'est pas encore là. Mais j'ai vachement hâte de continuer à lire la série. C'est aussi simple que ça. Tu sais, c'est ça. Sinon, j'ai aussi continué le tome... Enfin, continué avec le tome 13, 14 et 15 de Neuro, le Mange-Mystère. Il était temps que j'avance dans cette série. J'attendais les tomes depuis des mois. C'est dur de les commander quand on est au Québec des fois. Mais bon, le tome 13, on va enfin vraiment voir Sai. Et on va vraiment voir un combat tranquillement pas vite se profiler. Après que Neuro ait fait un petit mystère de nulle part. Sai va kidnapper Kaoru. Je dis Kaoru, puis c'est Yako. Hein? Kaoru, ça n'a aucun rapport. Mais Yako, il va kidnapper Yako et faire en sorte qu'elle soit chez lui et l'hypnotiser, dans le fond, pour qu'elle agisse comme lui. Ce qui va arriver au tome 14, c'est que justement, Neuro va aller la chercher. C'est amené rapidement, mais on sent que l'auteur voulait s'en aller sur d'autres choses. Fait que Neuro qui affronte deux Yako, une qui est Sai et une qui est la vraie. C'est bien amené, c'est bien pensé. Et le combat est sympathique, mais on voit que l'auteur voulait amener à un nouvel adversaire qui se déguisait parmi les gentils et qui se nomme 6. 6 est notre nouvel adversaire à abattre dans la série. Il est plus vilain que ça, il est plus puissant, il est plus tout. Je suis intrigué, j'ai vachement hâte. Le tome 14 se finit avec une belle mise en place pour justement ces personnages-là. Et après ça, on a le tome 15. Le tome 15 était le plus plate à lire selon moi, parce qu'il gère en début de tome tous comme des petites histoires sur certains personnages qu'on a eu dans la série jusqu'à là. C'est bien, c'est un beau retour. Ça garde le monde en évolution. Mais, pour moi, c'était un petit peu plat. Par la suite, on va avoir une enquête que je suis comme moi, ok, c'est pas le niveau le plus important. C'était pas ça qui était... C'était une mise en place pour tranquillement pas vite qu'on s'en aille vers 6. Et c'est pour moi là. Mais les dessins restent totalement splendides et agréables à regarder. C'est du grand Neuro quand même, de Yusei Matsui. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ces 3 tomes-là de Neuro. C'était des belles lectures, mais sans plus. J'ai adoré le début 13-14,
après ça a comme étiré, mais je sens que l'intrigue avec ça, il va faire remonter mon intérêt encore plus, avec 6, je veux dire. Parce que ça, il existe encore aussi, donc je sais pas où on s'en va vers la fin de la série, mais on avance. Par la suite, tant qu'à parler de Yusei Matsui, j'ai lu le tome 2 et 3 de The Elusive Samurai. Donc, on continue les petites péripéties de notre jeune seigneur. Et c'est quand même assez intéressant à voir encore. J'aime le style de Yusei Matsui. J'aime aussi que l'histoire s'en va. J'aime voir les planches. Elles sont juste magnifiques. Mais on a juste beaucoup de... Ah, on va aller chercher un nouvel allié. On a un nouvel allié. Tu sais, c'est pas mal ça dans le tome 2. Et même dans le tome 3. On se ramasse un allié dans le tome 2. À la fin du tome, on en rencontre un autre qui pourrait potentiellement le devenir. Et on fait une grosse attaque contre un clan de bandits. Et c'est là qu'on va se faire notre allié, justement, définitif. Mais le combat du jeune seigneur est vraiment bien mené dans un huis clos totalement splendide. J'ai aimé de la façon que c'était amené, le combat par la fugue comme moyen de défense et comme attaque. C'était intéressant. L'imagerie reste parfaite. Et l'auteur sait exactement quoi faire pour titiller notre intérêt tranquillement pas vite, mettre un peu de son naturel dans son œuvre sans trop en mettre. Pour moi, The Elusive Samurai reste une belle petite pépite que je vais continuer de lire avec grand plaisir. Sinon, les autres séries qui ont eu droit à plus qu'un tome lu, on parle bien sûr de Valkyrie Apocalypse, tome 10, 11 et 12. Donc, je suis presque à jour, j'ai le tome 13 dans l'appel à lire pour novembre, justement. Donc, on reprend avec, justement, le combat de Shiva et Raiden qui se termine dans ce tome 10. Le combat m'a plu jusqu'à sa toute fin, où c'est que j'ai fait « Ah, ok, c'était un petit peu évident. » On en apprend plus sur Raiden dans le tome 10. C'est bien mené, mais sans plus, tant qu'à moi. Et on va voir, justement, Raiden dominer totalement le combat. Et Shiva fait genre, attends, j'ai une technique secrète ultime. Et c'est là que, ben, tu sais, on tombe dans la dernière phase du combat et que, bien entendu, le gagnant est décidé. Pour arriver dans le tome 11 et avoir le début du prochain combat. Combat assez intéressant, même si j'avais vu la twist arriver que Bouddha allait faire « je me bats pour l'humanité. » T'es comme « Ok, mais c'est tout, ok, fine. » Il débarque du bord des dieux, puis il est comme « Non, je combats pour les humains. » Les dieux sont comme « Wow, ok. » Tu sais, et il va se battre contre justement l'armée de gens qui étaient contre lui et qui vont se transformer en une seule et même personne, qui est Zero Fuku. Zero Fuku armé de noirceur dans ce tome, et qui va commencer le combat après qu'on ait appris il était qui et sa relation avec Bouddha. Ce qui est quand même assez intéressant à voir et bien mené pour qu'on continue le combat et qu'on voit à quel point Bouddha domine le combat et qu'on apprenne plus sur le passé de Bouddha, parce que c'est la logique de chaque combat, qu'on en apprenne plus sur les différents protagonistes. Et justement, après ça, on va arriver au bout où c'est que Bouddha va continuer son combat et que Zero Fuku va finir par faire genre « Ah, ok, je m'absous et je deviens gentil. Je suis content, j'ai perdu le combat et c'est fini, tout est bien, qui finit bien. » Mais qu'une autre personnalité de nulle part va sortir pour prendre possession de son corps et que là, le tome va se finir sur un cliffhanger sur le fait que il est devenu totalement badass et méchant. Donc, Bouddha risque de ne pas en sortir indemne, mais au moins, le combat avance. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça reste le fun à lire, mais c'est un peu comme rendu prévisible. Il y a un tome pour parler d'un personnage, puis le dernier tome, c'est la fin du combat. C'est un peu prévisible, puis ça nuit un petit peu au rythme, tant qu'à moi, mais c'est mon avis. Sinon, j'ai lu le tome 0, ainsi que le tome 8 de Toilet Bound and a Cocoon. Deux tomes totalement différents, on se le cachera pas. Donc, le tome 0, c'est quoi? C'est le one-shot de Toilet Bound. C'est justement 4 chapitres qui avaient servi d'ébauche à la base de la série. C'est une autre méthode pour commencer la série, tant qu'à moi. C'est sympathique. La série de base est meilleure, mais ça reste sympathique.
Et par la suite, on a droit à un autre one-shot plus vieux de l'auteur, qui s'appelle My Dear Living Dead. Voilà. Qui nous est un petit peu gâché par le dessous de la couverture, donc ne lisez pas sous la jaquette en premier. Mais c'est un one-shot assez intéressant. J'aime l'univers et l'ambiance créée, mais ça devient très prévisible par la suite. Et même si les dessins restent magnifiques, parce que l'auteur est doué, c'est tout. C'est une bonne œuvre à avoir, c'est un bon tome 0 pour mettre en début de la série et se dire hey, c'est vraiment les débuts de la série. Fait, pour ça, c'est bien. Pour le reste, c'est ça. Par la suite, le tome 8 de Twilight Bound, justement, on reprend avec comme le retour du miroir et tout. Donc, on va voir nos personnages être un peu dérumés, aller à un festival de lumière et tout, des étoiles dans l'école. C'est quand même intéressant, mais sans plus, jusqu'à temps que notre protagoniste, Néné, se ramasse dans le passé, sans qu'on sache trop pourquoi, et qu'elle rencontre le jeune Hanako, encore une fois, et ils vont parler ensemble, elle va apprendre à le connaître quand il était plus jeune, voir il était qui, et se dire, dans plusieurs années, il va tuer quelqu'un. Comment qui est devenu le même? Fait que pour ça, c'est intéressant. La mise en place est toujours là et le fun. Par la suite, on a un petit chapitre humoristique. Les moquets deviennent diaboliques et méchants et ça transforme les gens en zombies qui veulent des bonbons. Ça servait à rien. Pour ensuite avoir un dernier chapitre où le nouveau mystère cherche sa place en ce monde et va rejoindre l'équipe des méchants, justement, pour évoluer dans leur sein. Donc, Twilight Bound reste quand même intéressant et met ses bases de plus en plus solidement pour avoir son histoire globale. J'ai hâte de continuer la série. Le rythme est quand même lent. C'est un tome par 2 mois, mais ça reste qu'on n'avance pas tant que ça dans l'histoire. Mais ça reste palpitant et j'aime toujours autant. Sinon, pour les autres séries que j'ai lues plusieurs tomes, il y a Tokyo Revenger, tome 18, 19, ainsi que le Character Guide, le Character Book, que j'ai rapidement feuilleté. Je vais commencer par vous parler justement du Character Book. C'est un complément d'information sympathique. Ma seule raison de l'avoir, c'est bien sûr d'avoir des dessins en couleur. C'est toujours un plus immense d'avoir des images en couleur qui étaient publiées à la base, les couvertures, les images de chapitres, parce que ça rajoute à l'œuvre. Mais sinon, c'est un guide, tout ce qu'il y a de plus guide, avec quelques informations sympathiques et des looks différents de certains personnages en couleur qui sont sympathiques. Mais pour le reste, ça reste un guide. Un beau complément d'information pour ceux qui aiment la série, ok. Mais pour les autres, c'est un guide. Pour ce qui est du tome 18 et 19, par exemple, on est dans le début de l'arc totalement. On s'en va en gros combat contre l'autre clan. Takemichi va faire genre hey, on va vous péter. Et le combat commence dans le tome 18, justement. Et c'est un gros combat, vraiment une belle baston. On voit vraiment des nouveaux personnages un petit peu du Tokyo Manchikai qui vont se battre. Ça fait du bien, c'est pas toujours les mêmes qui ont le beau rôle. Fait que pour moi, c'est appréciable pour l'instant. Takemichi va quand même essayer aussi de se battre. Fait qu'on a des belles affaires. Et dans le tome 19, ça continue et ça s'embellit tant qu'à moi. On en apprend plus sur Angry, que quand il se met à pleurer, il devient OP. Pendant un certain temps, il devient vraiment fort. C'est vraiment intéressant. Et on va voir vraiment Takemichi nous montrer sa détermination à tout aller et à tout faire. J'ai vraiment adoré ça de sa part. Même, éventuellement, il va se ramasser devant le boss final, qu'on aime tous pas, avec un gun devant lui. Il va être genre, no, le Toman ne tombera pas. J'étais comme, man, t'es insane, tu vas te faire tirer dessus, mais tu t'en fous. Et oui, il s'en fout. Et éventuellement, de nulle part, va arriver le sauveur. Donc, Mickey et Draken vont arriver. Et j'étais hype à ce moment-là. J'ai vraiment hâte de lire le prochain tome parce qu'on finit pas mal le tome là-dessus. Et c'est relancer l'intrigue d'une autre façon. J'ai hâte de voir la suite. Pour moi, ça reste... Tokyo Revenger reste vraiment
intense à lire et le fun. Donc, voilà pour les séries qui étaient à plus que un exemplaire de lu. Maintenant, passons aux éditions plus de luxe. Donc, j'ai lu le tome 2 de la nouvelle édition de Naruto, l'édition Hokage, que le monde continue de se plaindre de la transparence du papier, que je sais qu'elle change à partir du tome 5, si je me souviens bien, chez Kana, puis qu'ils vont refaire les premiers tomes avec le nouveau papier. Personnellement, ça me dérange absolument pas, parce que je vois à peine à travers quand je lis, c'est vraiment juste pour dire que je vois à travers, puis c'est faux que je veuille vraiment regarder à travers. Sinon, je suis capable de focusser sur le texte, sur l'image et sur d'autres choses. Donc, on continue ici l'arc du Pays des Vagues qui va se finir dans ce tome, justement. L'entraînement de Naruto, c'est... Il n'y a rien là-dedans que je vous compte que vous ne connaissez pas, à moins que vous n'ayez pas lu Naruto. Son combat contre Haku, le combat de Sasuke contre Haku. Le plus grand plaisir d'avoir une édition comme ça, c'est de voir les cases en plus grand. Oui, j'avais l'édition spéciale 15 ans, donc j'avais les tomes encore plus grands et plus gros à l'époque, avec les pages couleurs d'origine aussi, faites par Kana. J'ai plus hâte de voir à partir de Shippuden de quoi ça va avoir de l'air, parce que là, j'aurais jamais vu des images plus grandes de Naruto. Et j'aurais pas vu les pages couleurs, donc ça va me plaire. Mais sinon, ça reste clairement un arc sympathique, mais qui, quand je le relisais, je me rendais compte à quel point il est lent et il se passe pas tant de choses. Le combat est disséqué, ça arrête jamais. Un moment donné, t'es comme ah, ok. Mais l'auteur fait saute de personnages à tout bout de champ. Ça brise l'action. C'est de quoi qui était pas encore très bien géré par lui à l'époque. Ça le devient juste vers la fin où c'est que justement Zabuza prend le rôle central. Et après ça, on repart sur un nouvel arc, tranquillement pas vite. On rencontre enfin mon personnage préféré de la saga, Gaara. Et on va rencontrer aussi Rock Lee. C'est la mise en place de l'examen qui arrive. On tombe dans l'examen à partir du prochain tome. Mais ça reste sympathique à relire, surtout en plus grand format. J'aime beaucoup le design de la cover encore. J'ai hâte de continuer d'acheter cette édition. Pour moi, c'est un beau remplacement pour l'ancienne version. De sa taille, de son format, pour moi, c'est un plus. Donc, voilà. Sinon, l'autre seule édition de luxe que j'ai lue, c'est le tome 41 de Berserk. Mais quand on parle d'édition de luxe, il n'y a rien qui accote ça. Il n'y a rien sur le marché qui accote ça. Rien pantoute. C'est la plus belle édition que j'ai vue. On parle d'une grandeur de page fantastique. C'est magnifique pour lire du Berserk. C'est le dernier tome officiellement de Kentaro Miura. C'est triste de dire que c'est son dernier volume à lui. Oui, le studio derrière tout a repris. Et la série continue. Les chapitres continuent à être publiés à un rythme encore pas le fun comme d'habitude. Mais ici, on récupère nos héros, un petit peu d'entraînement, un petit peu de ténèbres, un petit peu de tout. Mais il y a un petit peu de Griffith, parce que ça fait toujours du bien de le voir. C'est un beau tome 41. Tu sens le... Comment dire? Tu sens qu'on avance vers quelque chose. Tu sais pas trop quoi. L'auteur te garoche une belle révélation à la toute fin du tome. Et tu te dis, oh my god, j'ai hâte de lire la suite. Mais, bien sûr, l'auteur est mort. Donc, on finit sur un beau visage de Griffith et c'est tout. Donc, c'est intense. Mais c'est un must à avoir. Oui, c'est une édition qui coûte plus cher. Oui, j'ai acheté l'édition normale pour la mettre dans la Mangatech quand même. Parce que celui-là va être ailleurs. Je ne le laisse pas dans la Mangatech. Il est trop beau à regarder. Il va probablement aller dans ma bibliothèque ici. Justement parce qu'il est trop beau. Si Glénat m'entend et décide de ressortir toute la série sous ce format, même à coup de 1 tome par 1, à ce prix-là, en cette qualité-là, je signe tout de suite et j'embarque. Je rachète toute la série, je me débarrasse des anciens. Donc, c'est à quel point c'est fantastique. Donc, maintenant, on passe aux séries continuées qui font la grande majorité, étrangement, de ma pile présentement. Les séries continuées. Il n'y a rien de commencé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de catégorie série commencée, ce coup-ci. Donc, on part avec le tome 17 de Dragon Ball Super.
un tome d'action, bourré d'action et qui passe par l'action. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, Goku se bat contre Granola. Goku se rend compte que Granola est trop fort pour lui. Goku prend un demi-break. Vegeta embarque dans le combat. Vegeta se bat contre Granola. Granola se bat contre Vegeta. On apprend un petit peu plus sur le passé de Granola, pas en tout en fait. C'est vraiment juste de la baston. C'est un tome totalement axé sur la baston et qui prend ça très très lousse. Vegeta est prêt à sacrifier sa vie à la fin, dans le dernier chapitre qu'on a, pour battre Granola. Granola est prêt à sacrifier sa vie. Tout le monde est prêt à s'auto-sacrifier. Mais finalement, ben, on apprend que tous les Saiyans ne sont pas mauvais. Le père à Goku était là à une époque et peut-être qu'il a sauvé tout le monde, mais peut-être pas. Oh! Donc, on finit le tome sur un petit cliffhanger sur Bardock. C'est intriguant, mais sans plus. Pour moi, ça reste... Dragon Ball Super reste meilleur que Boruto. Mais c'est peu dire. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce tome 17. Donc, sinon, j'ai aussi lu le tome 3 de Sakamoto Days. Donc, Sakamoto Days réussit tranquillement pas vite à devenir un très bon shonen. On a un tome 3 qui a un arc beaucoup plus long, mais qui commence avec un nouvel assassin, bien entendu, qu'on a sur la cover, qui est un sniper. Et ils vont faire un petit jeu de quartier pour gagner de l'argent. C'est ok, mais juste après, on a l'enlèvement de, justement, de son nom, Shao Tanlu, qui se fait kidnapper à la place de Shin. Et c'est là que l'arc part, sur le passé de Shin, d'une certaine façon, et de Sakamoto et Shin qui vont essayer de la récupérer. On a le droit à des combats contre un homme qui peut se mettre invisible un petit peu. On se ramasse au musée contre des ours, contre... de quoi d'encore plus absurde? Oui, un squelette de T-Rex. Pourquoi pas? Et c'est vraiment bien mené. L'action est sympathique et le fun à lire. C'est fluide. Les révélations sont simples, mais bien amenées. J'ai apprécié ma lecture. J'ai hâte de voir les prochains combats. Parce que le dernier combat était chiant à lire, mais vraiment sympathique. Donc, tu sais, c'est chiant à lire, mais à regarder, c'est visuellement plaisant. Et pour moi, ça reste un must. J'ai hâte de continuer la série. Puis ça m'intrigue. Donc voilà. Sinon, j'ai aussi lu le tome 20 d'Eden Zero. Tome 20 qui continue de me dire que Eden Zero est un choix supérieur à Fairy Tail, fait par le même auteur. Dans le fond, on a ici la fin d'un arc et on se ramasse justement avec notre héros qui dit « Oh, on va devenir beaucoup plus fort et tout ». Et donc, comme le titre du tome le dit, on se ramasse 3 ans plus tard, où nos héros sont vachement plus forts, et ils ont vraiment évolué dans l'univers. On va les voir tranquillement pas vite se mettre en direction pour aller battre justement le Big Boss. L'auteur le dit d'ailleurs à la fin, la série a déjà plus de la moitié de faite. On se ramasse, on est plus proche de la fin que du début. J'espère qu'il va s'y tenir, parce que pour l'instant, le rythme est bien. Les combats sont encore intéressants, les personnages sont le fun. Oui, on a un arrêt dans des sources thermales d'une certaine façon et des bikinis pour rien à la fin du tome. Mais ça reste que c'est sympathique à lire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Parce que je n'avais pas pour Fairy Tail. Mais, Eden Zero, ça a réussi quand même. Je suis content. On a par la suite le tome 4 de Badass Cop and Dolphin. Série toujours cancellée du Shonen Jump. 5e tome sort bientôt ici au Québec. C'est le dernier tome. Donc on sait que ça c'est l'avant-dernier tome. On a un bel arc encore en cours. On sait que c'est de l'action. C'est beaucoup de choses. Et des belles techniques. Mais étrangement, pour avoir lu Hungry Mary et Beelzebub, je me rends compte à quel point il y a de quoi de bon dans Badass Cop and Dolphin, qui avait clairement pas dans Hungry Mary. Hungry Mary, c'était vraiment de la chenoute de A à Z. Mais j'ai du plaisir à lire Badass Cop and Dolphin. J'ai le fun de suivre l'intrigue. J'ai vraiment aimé que Poséidon soit à l'intérieur de Anya 2.0 de Chaco. Donc, c'est vraiment bien amené de l'avoir se transformer plus adulte et tout. J'étais comme, waouh! C'est intéressant. Il y a comme une mythologie que l'auteur essaye d'amener.
Les combats sont passionnants tant qu'à moi. C'est des belles attaques, des belles affaires. On a des méchants et tout. On est encore dans le même arc à la fin du tome. Il reste encore des adversaires à abattre. J'ai hâte de voir où l'œuvre va s'arrêter dans le tome 5. Si c'est beaucoup de chapitres qui m'attendent. Mais le tome 4 était vraiment solide. J'ai eu du plaisir à le lire. Et ça me rappelle que c'est pas toutes les séries cancellées qui sont mauvaises. Des fois, il y avait des petites perles qui sont cancellées. Puis pour moi, Badass en fait partie. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Darling in the Franxx. Tome 3 qui continue de me dire que Darling in the Franxx, c'est un mecha et que je suis pas un fan de mecha. Il faut croire. Tout ce qui est le blabla de Darling in the Franxx reste plate à regarder. De voir les combats, c'est tout ce qui est le fun. Donc, dès qu'il y a une mise en place d'un combat, on a la moitié du tome avant qu'il y ait une armée tranquillement pas vite qui se forme et que tout le monde se batte contre les méchants. Rendu là, c'était quand même plus le fun, parce que là, on avait des belles séquences d'action. Et bien sûr, Kentaro Yabuki brille bien dans ces séquences-là aussi. Il brille dans ces séquences de bain aussi, on n'oubliera jamais de le noter. Mais ça reste sympathique. J'ai vraiment aimé les combats qu'on commence à avoir. J'ai hâte de voir où ça s'en va. On arrive bientôt à la moitié de l'œuvre. Mais on a de plus en plus de belles petites surprises, des petits retournements de situation sympathiques. Mais je m'attends à des morts dans les prochains tomes, j'en suis quasiment certain. Et c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. On a aussi sinon le tome 9 de Mashle! Un tome 9 de transition. Avant de rentrer dans la prochaine partie de l'examen de sélection des visionnaires. Et on a des chapitres plus humoristiques, plus calmes, de légers combats avec Mash qui se prennent un petit peu moins au sérieux, mais qui se prennent quand même au sérieux. La mise en place, on va voir les méchants tranquillement pas vite être vraiment diaboliques et méchants. On va voir les héros arriver devant eux et faire genre « Ah, c'est contre vous qu'on s'affronte, ok, cool. » Puis tu sais, oui, c'est cool. Mais c'est un tome de mise en place, tranquillement pas vite. On sent qu'il va y avoir beaucoup d'action dans les prochains tomes, mais ce tome-ci reste plus simpliste et léger, justement. Puis c'est ça qui est le fun. Puis de voir les amis de Mash l'aider et tout, c'est aussi bien. Ainsi que d'avoir le passé de Mash, où Mash était un bébé ultra puissant de base. C'est ridicule, c'est absurde, mais j'adhère totalement. Ça reste vachement sympathique. Mashle reste une belle petite perle. La série est sur sa fin de vie au Japon tranquillement pas vite, mais ça reste vachement le fun à lire. Donc, c'est ça. Par la suite, j'ai lu le tome 6 de L'Oxali et l'or, où on poursuit les aventures. Amelia et Connor sont toujours séparés dans ce tome-ci, mais Amelia va partir à la recherche de Connor avec ses nouveaux amis. C'est lent un petit peu, mais on en apprend plus sur certains personnages dans ce tome-ci. On va en apprendre plus sur Isaiah et sur son maître ami, parce qu'on va le rencontrer lui aussi. Donc, c'est quand même bien fait, bien amené. C'est un tome un peu plus lent, où on n'a pas l'impression d'avancer vers l'or, justement. Mais ça reste bien amené. On en apprend plus sur le pourquoi Connor est reparti tout seul. Éventuellement, Amelia va le retrouver dans un des prochains tomes, j'en suis certain. Mais c'est bien à voir, surtout pour Isaiah. C'est comme son tome pour Shine, pour qu'on voit un peu plus il est qui. C'est le fun. Je continue d'apprécier la série, mais les tomes sortent réellement lentement. Ça, c'est dû au Japon. Mais pour moi, ça reste une très bonne série à suivre. J'ai pas de problème avec pour l'instant. Les tomes sont quand même longs à lire. Beaucoup de lecture. Mais c'est agréable. Donc voilà. J'ai aussi lu le tome 4 de Four Nights of the Apocalypse. Et c'est là que l'auteur continue de nous montrer qu'il est bon. Cet auteur, pour faire des séquences d'action remarquables et le fun. Il place bien entendu un bel hommage à ces Seven Deadly Sins, qui existent encore parce que c'est le même univers. Donc j'espère les voir éventuellement parce que ça va me rendre heureux. Ça c'est clair. Et on va voir nos héros tranquillement pas vite, justement rencontrer un ancien personnage de la série des Seven Deadly Sins. Et ça c'est super le fun. Pour moi, parce que j'étais comme ouh,
je suis content! C'est agréable, parce qu'on le voit évoluer, et on va voir beaucoup de scènes d'action dans ce tome-ci. L'auteur va oser nous faire ça contre un dragon. Pourquoi pas? Ok. Percival va faire en sorte d'unir du monde. C'est correct, c'est shonen. Mais l'auteur réussit à faire en sorte qu'on notre intérêt soit poussé de chapitre en chapitre et qu'on se dise waouh, j'ai quand même hâte de rencontrer les 3 autres cavaliers de l'Apocalypse. Ça risque d'être vraiment le fun. Puis de voir c'est quoi un vrai chevalier sacré. Ben, reste le fun aussi à voir. Et à la fin, Percival sort de là avec une épée. Hey! J'ai hâte de continuer. J'ai le tome 5, il est dans ma pile à lire. Donc, vraiment, une série qui continue de me surprendre. Je m'attendais à me dire, hey, c'est une suite. Mais non, les personnages sont charismatiques et ça, l'auteur est fort pour ça. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Togananki. On continue l'attaque des Momotaro contre les Oni. C'est cliché, encore une fois, comme le tome 3. Mais ça m'a beaucoup plus plu dans ce tome-ci. Parce que là, les clichés ont beau être clichés, les attaques restent stylées, les personnages restent un peu plus établis, de voir notre héros essayer de s'en sortir un peu plus. C'est un must, c'est un plus pour moi de base. Fait que c'est vraiment sympathique. Les différentes techniques utilisées par les Oni sont vachement le fun à lire. Donc l'attaque se continue, on voit de plus en plus d'action. Les Momotaro, tout le monde s'arrête pas. C'est un tome qui passe vite, qui se finit, puis t'es comme ah, l'attaque est même pas finie encore. On est encore en plein combat, puis c'est malade comment notre personnage principal il torche là, Shiki. Il torche. J'ai vraiment aimé les effets visuels, j'ai vraiment aimé le style. Et c'est un tome qui fait un petit peu plus avancer l'intrigue. J'ai hâte de voir où l'auteur va s'en aller par la suite. Mais ce tome-ci était vraiment mieux que le 3. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Par la suite, on a le tome 8 de Blue Lock. Oh yeah! On continue, justement, c'est le temps du gros match de nos joueurs. Donc, Izaki, Baro et bon, Izaki, Nagi et Baro contre Shigiri, Kunigami et Ryo. Un gros match qui va durer tout le tome, justement. À la fin, on va voir c'est qui les vrais gagnants, mais c'est un match passionnant qui a des beaux retournements où Izaki va vraiment donner le meilleur de lui-même pour réussir à faire en sorte que même Baro fasse genre ouais, je suis une merde comparé à lui. T'es comme ouais, go! C'est ce que je veux. C'est encore un tome que j'avais déjà lu. Toute cette épreuve-là de sélection, je l'avais déjà lu. J'ai hâte d'arriver où j'étais rendu et de découvrir des retournements de situation que je ne verrai vraiment plus venir. Mais ça reste vachement le fun à lire. Les personnages évoluent tous dans ce tome-ci. Chacun des 3 de notre équipe de base et des 3 de l'équipe adverse évolue. Et on les voit vraiment aller de plus en plus loin. Et je suis vraiment content pour eux. La fin marque un tournant parce qu'on s'en va dans le prochain tome dans les 4 contre 4. On est proche de la fin de cette partie. C'est vraiment bien amené, ça reste vraiment le fun et j'ai bien sûr le tome 9 dans mes lectures du mois de novembre. Donc, ça devrait être le fun. Donc, bien hâte de voir. Et pour ceux qui s'intéressent, oui, j'écoute l'animé et l'animé est vachement beau. Donc, vraiment content de l'écouter. Donc, ouais. Sinon, j'ai lu le tome 24 de World Trigger ou de Blabla Trigger. Je continue World Trigger parce que c'est ça, mais le rythme reste très chaotique et lent. Et bien sûr, on se ramasse avec des tonnes de... Tu sais, un tome quand même assez chargé avec la mise en place de l'examen-ish et du début de l'épreuve. Mais c'est que c'est juste des dialogues, par-dessus des dialogues, avec des dialogues. Donc, on va les voir débuter l'épreuve de vie commune. Mais on va voir toutes les équipes différemment un petit peu, répondre à certaines questions, répondre à divers. On va se passer à POC, fait que t'es comme... J'étais avec qui, finalement, moi, là? Je suis l'histoire de qui? Ben, de tout le monde. De tout le monde. C'est ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre. Ce qui fait en sorte qu'on se ramasse avec des pages comme ça, pleines de textes, pleines de petits détails.
C'est le fun, mais j'ai l'impression que l'épreuve va être longue, parce qu'il se passe pas grand-chose. On commence les théories de combat, puis les combats sont aussi faits par programme informatique, fait que je suis intrigué, mais je comprends pas pourquoi on n'est pas rendu à l'expédition. Je veux juste l'expédition qu'on me promette plus genre 12 tomes. Mais bon, ça reste sympathique à lire, c'est World Trigger. Si vous aimez la série, c'est vachement le fun à lire. Pour moi, c'est comme quand il n'y a pas de combo ou quoi que ce soit, c'est du blabla longtemps dans World Trigger. Et ce tome-ci est un réel blablaton. Donc ça, c'est certain. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 5 de Bucket List of the Dead. Un tome 5 où on est dans le village d'Akira justement. Et on va voir les jeunes méchants de Stark-là libérer la horde de zombies sur le village. Pour justement mettre fin à l'humanité et tout, et enlever le bonheur des gens, parce qu'ils sont méchants. Et on va voir nos différents protagonistes les affronter tour à tour, on va voir les différents personnages du village essayer de s'en sortir, mais on se doute que la fin ne sera pas super le fun, et que, ben, il y a des personnages qui vont mourir dans cet arc, dont les méchants, parce que c'est clair. L'arc n'est pas conclu à la fin du tome, on a déjà certains personnages de mort, mais on n'a pas encore de conclusion. Le père d'Akira va tout faire pour rester en vie, mais va se battre pour que sa femme et tout le monde soient en vie. C'est quand même intéressant, c'est le fun. C'était pas le meilleur tome parce que c'était le tome le plus prévisible selon moi. J'ai quand même hâte de lire le tome 6, qui est aussi dans la pile à lire. Beaucoup des lectures d'octobre se ramassent étrangement en novembre, ce qui est bizarre pour des séries qui sont publiées aux 2 mois. Donc, c'est étrange, mais on en reparlera rendu là. Donc, pour moi, ça reste un beau petit must à lire, sympathique, mais sans plus. J'ai lu aussi le tome 2 de Ranking of Kings. J'ai le tome 3, on a un peu à lire. Ranking of Kings continue d'être sympathique. C'est des chapitres qui se lisent vite, des fois pas tant de texte. T'as l'impression de lire une histoire pour enfants, mais ça peut virer très dark rapidement. Donc, on va voir justement notre jeune prince Boji qui va essayer de s'échapper pour partir en aventure, pour aller rencontrer des choses. Et il va se finir par se faire dire « Vas-y! » Et il va y aller. Et pour ça, c'est sympathique, il va se faire accompagner par quelqu'un qui veut étrangement sa mort et par quelqu'un qui ne veut pas sa mort. Il va rencontrer du monde, va vivre des petites aventures, va se faire trahir à la fin du tome. Et c'est là que j'ai hâte de voir parce qu'on revoit Ombre qui va venir l'aider. Je suis vraiment content pour ça. L'histoire avance tranquillement, il n'y a pas tant de buts pour l'instant, mais on a entendu parler du Ranking of Kings. Donc c'est un tome qui met en place le fait qu'il y a un rendement, un ranking des rois. Et j'ai hâte de voir comment tout ça va être vraiment mis en place dans le futur. Mais ça reste une lecture sympathique. Moi, c'est pas la plus grande lecture au monde, mais ça se lit très bien. J'ai lu sinon le tome 24 de Fire Force, un tome de mise en place ultime, c'est clair. On met en place l'arc final à 2000%. On met en place le grand cataclysme 2.0. Donc, c'est ça qu'on a surtout. On a d'ailleurs Shinra qui va voir son frère, Sho. Et Sho qui va faire je vais aller parler avec Shinra. Pourquoi pas? Donc, Sho s'enfuit et s'en va pour rencontrer. On en apprend plus sur le grand prédigitateur, sur les fondations et tout. Et on va avoir beaucoup de blabla dans le tome pour arriver aux mêmes conclusions de tout le monde, pour qu'éventuellement un pilier apparaisse en plein milieu de l'eau de Tokyo, suivi par l'équivalent d'un kaiju, donc une torche humaine géante. Et de Shinra qui fait OK, de Shinra qui fait OK, j'y vais. Et on commence un demi-combat où justement notre personnage se fait assommer rapidement. Parce qu'il faut pas détruire le pilier, mais il faut détruire la torche. Donc c'est sympathique. On va voir Sho justement se battre contre un autre des piliers. Ça met en place des futures confrontations. Ça met en place des doutes sur les piliers. C'est vraiment bien amené. L'auteur sait où il s'en va, puis j'ai hâte de voir avec lui où c'est que ça s'en va. Donc, pour moi, Fire Force reste très bon.
Je sais pas si c'est meilleur que Soul Eater, je verrai à la fin, mais pour moi, Soul Eater reste quand même une de mes œuvres que j'aime beaucoup. J'ai aussi lu le tome 10 de Kaguya-sama, Love is War. Un tome 10 qui fait encore une fois avancer les choses, mais tout doucement. Donc, on va avoir certaines péripéties encore une fois, dont le président qui se ramasse au karaoké avec l'aide de Kaguya, Kaguya qui va virer jalouse. Tu sais, c'est des petites histoires anodines, même avec nos autres personnages. Donc, on a des belles interactions entre les différents membres du BDE. On a des chapitres qui m'ont fait plier en deux vers la fin, justement, sur un homme, sur le gars qui trompe peut-être sa petite amie, celle qui vient toujours se confier au BDE. J'ai adoré que Kaguya prenne son parti à elle, et qu'après ça, le président va rencontrer l'autre fille qui est en amour avec le même garçon. C'est quand même bien amené, c'est bien fait. On va avoir un chapitre, bien sûr, totalement normal pour Kaguya, un petit jeu où ils vont répondre par oui ou par non avec des pièces de 10 yens. Kaguya va penser être plus intelligente que le président va la détourner un petit peu. C'est bien amené, les deux derniers chapitres sont vraiment touchants sur le nouveau téléphone à Kaguya. Ça reste une série que j'aime vraiment lire, qui vient de se conclure au Japon. J'ai vraiment hâte de me rendre jusque-là. Et j'ai hâte de voir où on s'enligne. Mais bon, pour moi, ça reste un très bon tome de Kaguya. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 32 de Black Clover, le tome le plus récent sorti. Le tome 33 sortant au Japon en novembre. Donc, c'est un tome totalement axé sur la baston. Ils vont battre le démon, justement, rapidement. Asta va faire genre, je suis stylé, look at me. Et va l'abattre. Mais en fait, il l'a pas vraiment abattu et le démon revient en mode je suis à moitié là. Et il va commencer un combat contre les différents capitaines et Asta, et éventuellement Yuno, et éventuellement Yami, et tout le monde. C'est vraiment un gros combat, ça sonne vraiment épique, disproportionné. On a l'impression qu'on s'enligne dans un combat final. C'est magistral à regarder aller, mais ce n'est pas le combat final de la série. La série continue, le tome conclut même pas le combat. Ça arrête pas. C'est vraiment passionnant de voir les différents visuels, les différentes attaques, les différentes choses qui se passent dans ce tome-ci. Tout le monde repose ses espoirs un peu sur Yami et Asa, qui sont les deux qui peuvent porter des attaques sur le méchant. C'est bien amené, c'est bien fait. Black Clover reste un très bon shonen d'action. J'ai aimé aussi avoir les post-fast, pas les post-fast, mais les petites histoires de l'auteur mis entre les différents chapitres, où il nous raconte comment il est devenu mangaka. C'est un plus à avoir, c'est le fun à savoir. Qu'est-ce qui l'a poussé à le devenir. Et c'était un très 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 solide tome 32. Cet arc-là est vraiment solide en fait. L'arc de Spades, top notch. On a aussi le tome 21 de Dr. Stone, tant qu'à dans le Shonen Jump. Un tome 21 avec quand même du dialogue. On va voir nos héros s'échapper tranquillement pas vite de Stanley. Se rendre tranquillement pas vite vers le Médusa, donc la pile de Médusa. Analyser le pourquoi du comment, essayer de trouver comment réparer un Médusa pour en faire une arme pour eux. On va passer beaucoup de temps là-dessus. Ils vont finir par se rendre dans une ville, la fortifier. Faire ça, c'est notre terre, on creuse ici, et c'est là qu'on va attaquer Stanley. Avec un plan de si on a une Médusa qui fonctionne, on va être capable de faire de quoi. Et Stanley de débarquer, et justement de prendre des otages de plus. Ça reste intéressant, et le chapitre final qui lance les hostilités est vraiment bien amené avec notre troupe de gorilles fonceurs. Donc, nos 3 puissants personnages qui s'en vont se battre. C'est bien amené. On s'attend que le prochain tome va mettre fin à cette partie-là. On va s'enligner vers la partie finale après. Mais le tome 21 reste vraiment le fun à lire. J'avais vraiment du plaisir à le relire. Même s'il y a des dialogues, puis des fois des gars... Mais ça reste du Dr. Stone. Puis ben, c'est le fun à lire. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai aussi lu le tome 10 de Awashi, et qui voit la première moitié de leur match, donc de l'Esperion contre le Musashino.
Un match qui démarre très mal pour nos héros. Ils vont se faire dominer tranquillement pas vite dans le match. Ils vont faire genre, hey, on est bon, on est meilleur qu'eux. Puis là, tout d'un coup, faire, oh, schnout. Il avait prévu notre jeu. Oups. Et c'est là que ça va changer la donne. C'est vraiment bien amené. J'ai apprécié de la façon que l'auteur le met en place. Je sentais pas tant l'attention. J'ai l'impression qu'on voit que Aoshi va évoluer grandement pendant ce match et qu'il va être celui qui va pousser son équipe à gagner. Même s'il ne gagne pas à la fin du tome pour l'instant. J'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de lire le tome 11. C'est quand même intéressant à voir à quel point c'est différent de Blue Lock, à quel point il n'y a pas d'individualité, à quel point ils veulent gagner en équipe et qu'ils veulent être les meilleurs. Pour moi, Awashi reste un must à avoir. C'est le fun à lire. Mais j'ai pas tant de hype sur le match, étrangement. On verra si le prochain tome m'en donne. Donc, c'est ça. J'ai aussi lu le tome 11 de Fairy Tail. On n'en parle pas, c'est Fairy Tail. Donc, j'ai lu... Non, ok, je vais vous en parler. Fairy Tail A 100 Year Quest. Tome 11. C'est un tome qui m'a totalement déplu. Dû au fait que on arrive, on a le troisième dragon qu'on est en train de se battre contre. Elle devient la méchante attitrée de la saga d'une certaine façon. Et nos héros vont aller voir le maître qui leur a donné la mission pour se faire une idée. Et tout d'un coup, on va se ramasser qu'on va avoir Gagil puis Luxus dans le lot. Et qu'on doit rentrer dans un mode de genre combat dans un labyrinthe du 6e dragon qui n'existait pas. Puis qui existe tout d'un coup. Fait que c'est des combats contre la guilde adverse. On sait que nos héros vont gagner par le pouvoir de l'amitié éventuellement. Donc, on commence des combats tranquillement pas vite dans ce tome-ci. C'est sympathique sans plus. Le combat de Wendy est le fun contre un fanatique qui transforme les gens en poupées. Parce que Wendy va utiliser ses pouvoirs. Et juste pour ça, c'est le fun. Wendy évolue bien en tant que personnage. Et ça reste agréable à voir. Mais sinon, j'ai pas eu plus de fun que ça à lire. Ce tome, c'est un tome qui se passe pas grand chose, qui est lent. Et c'est ça. Oui, mon dédain pour Fairy Tail est totalement là. J'ai aussi lu le tome 33 de My Hero Academia. Donc un tome où la classe 2A va aller, la seconde A va aller aider Deku, va le sauver, va le ramener avec eux. Et va faire beaucoup de discours pour rendre la population correcte avec le fait que Deku soit avec eux. C'est un gros tome émotionnel sur le plan de beaucoup de choses. Ochako va avoir un beau rôle dans ce tome-ci. Elle va vraiment donner son plein potentiel de dialogue pour sauver Deku. C'est quand même bien amené, c'est bien fait. On voit où l'auteur veut s'en aller avec ça. On a une belle rencontre aussi entre Stain et All Might, qui reste totalement intéressante à avoir. L'auteur met en place sa phase finale, met en place ses différents personnages. On sent beaucoup de choses et on sent que ça va péter dans les prochains tomes et que l'action va mener à la conclusion de la série tranquillement pas vite, mais que Deku ne sera probablement pas le seul héros à la fin de la saga. Donc une très bonne lecture qui se lit bien, toujours. Donc c'est ça. Sinon, j'ai aussi lu le tome 37 de Détective Conan qui voit l'arc de la tour se terminer dans le premier chapitre et qui était sympathique de A à Z, j'ai rien à redire. Pour ensuite enchaîner sur un arc plus prévisible, avec un autre huis clos, ben pas huis clos, mais tu sais, ish, avec des gens dans l'industrie du cinéma et des trucs et tout. C'était quand même bien amené, bien fait, mais c'était pas l'arc qu'on venait d'avoir. Par la suite, on a un autre arc, encore une fois, qui est sympathique, mais qui laisse à désirer. J'ai aimé la façon que c'est résolu, mais c'est tout. Mais par la suite, on va avoir un arc qui est plus proche de ce qu'on aime. Donc des hommes en noir. Conan va intercepter une de leurs missives d'une certaine façon, parce que c'est en lien avec l'arc d'avant. Et va essayer de les démasquer, va se ramasser dans une voiture avec des voleurs, et tout. Donc, on finit le tome sur un beau cliffhanger, et on sait pas s'il va réussir à rencontrer un des hommes en noir. J'ai hâte de lire le tome 38. Il est dans la pile pour le mois de novembre. Et ça m'intrigue vachement de voir ce qui va arriver. Donc, pour ça,
Conan réussit quand même à maintenir mon intérêt, encore une fois. J'ai lu aussi le tome 5 de Undead Unluck. Tome 5 qui voit la fin de la trahison de Billy, qui va s'enfuir, et Juice qui va enlever son masque, qui va être cute. Et on va les voir faire tranquillement pas vite partir pour leur mission. Donc on va aller se battre contre Automne en rencontrant l'écrivain, le mangaka qui écrit la bande dessinée préférée de Foucault. Unano, whatever son nom. Et il va, dans le fond, être là. Ils vont commencer le combat contre Automne au Canada en mangeant de la poutine, parce que quoi de plus canadien. Et on va les voir se ramasser dans le passé d'Andy, justement, et on va apprendre tranquillement pas vite comment Andy a rencontré du monde dans les dernières centaines d'années. Et qu'est-ce qu'il a vécu pour devenir lui. Il va avoir Victor à la fin, il va faire « Hey, je te suis Foucault dans toutes les étapes et j'essaie de te tuer tout le temps. » Donc, pour ça, c'est une belle affaire, c'est une belle mise en place. L'auteur s'amuse encore clairement beaucoup et ça avance royalement bien. J'aime quand même où l'histoire s'en va, ça reste sympathique. Undead Unluck reste une petite lecture agréable. Donc, sans plus. Des fois, ça devient long, mais ce tome-là était le fun. En tome, ça se lit mieux. J'ai aussi lu le tome 19 de Love's Dilemma. Mon plus gros problème avec la série, c'est vraiment Delcourt Tonkam, qui nous les sort à coup de 8 mois quand la série est finie au Japon. Je veux la fin de cette série. Surtout après avoir lu le tome 19. On va voir vraiment Ina se faire totalement harcelé par le gars qu'elle aime pas, puis que lui, il est comme « Tu vas être dans ma vie, tu vas être dans ma vie, tu vas être dans ma vie. » C'est vraiment glauque à regarder. Pendant ce temps-là, Natsuo va vivre des belles petites affaires, c'est cute. On va avoir une histoire d'amour qui va évoluer entre deux personnages secondaires. Ça reste bien amené, bien fait. J'ai rien à redire contre ça. Mais la deuxième partie du tome vraiment traite sur Ina, et c'est là que c'est vraiment le fun. On va vraiment voir que le gars devient un psychopathe à la suivre. Natsuo va l'aider. Mais le tome finit sur un gros cliffhanger qui m'a fait me faire genre un « Mais je veux le tome 20? Pourquoi j'ai pas le tome 20? Je pourrais lire la série en ligne illégalement. Je veux pas me gâcher ce plaisir-là. C'est vraiment une bonne lecture. Delcourt Tonkam, come on! Sortez-la plus vite. C'est tout ce que je vous demande. Même chose pour la prochaine série, en fait. Dragon Quest The Adventure of Dai, tome 3, édition, je dirais Deluxe, mais c'est pas Deluxe, hein, on s'entend. Parce qu'encore une fois, il était censé sortir à coup de 2 par 2 mois, je pense, les tomes, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis finalement, on se ramasse à un tome tous les 2, 3 mois. Tant qu'on garde un rythme comme ça me va, mais bon. On reprend ici les aventures de Dai sur un nouvel arc, avec un nouveau méchant à aller affronter. On va voir des belles choses, des beaux combats qui commencent tranquillement pas vite, mais on va apprendre qu'un des servants du mal est un humain qui pense que tout le monde est contre lui. C'est quand même bien mené, c'est un combat intéressant. En 2 phases, on a la première phase en début de tome, après ça Dai va s'entraîner avec son ami, ils vont apprendre tout pendant que leur Bulma se fait enlever, et on va avoir par la suite le deuxième combat contre le même méchant qui va se terminer sur la fin du combat. C'est le fun d'avoir les pages couleurs, c'est le fun d'avoir des informations. Pour moi, Dragon Quest présentement, ça va vite. Puis on est en train d'abolir les chefs de l'armée ennemie rapidement. Puis je suis pas certain que j'approuve à 100% que ça aille aussi vite, surtout pour considérer que c'est une série plus longue que ça. J'ai hâte de voir où on s'en va quand même. Si c'est juste un arc de défaire l'armée du mal, puis qu'après ça on a d'autres choses, tant mieux. Mais j'ai hâte de continuer quand même. Le prochain adversaire a l'air vachement le fun. Moitié glace, moitié feu, donc Todoroki. Pour moi, ça reste assez le fun à voir. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 8 de Yosakura Family. Mission Yosakura Family, qui finit de mettre en place l'arc contre... qui vont aller attaquer, l'arc d'entraînement de notre Taiyo. Donc, avant de se rendre pour aller
la capture de Kawashita. Ils vont se rendre tranquillement pas vite. Après, on va avoir la fin de la mise en place, des petits chapitres sympathiques, mais sans plus. Et on rencontre les différents antagonistes, et paf, on y va. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on a le début des combats. Et là, l'auteur commence à briller du point de vue planche, parce qu'il nous fait des belles planches pour les combats sont sympathiques. C'est juste de la mise en place dans ce tome-ci à peu près de combat. On a un combat avec justement Futaba. C'est pas mal le seul qui se conclut. Ça reste beau à regarder. J'aime les dessins que l'auteur nous fait. Et ce tome 8, la cover nous le montrait de base. Et très bien pour ça. Donc, bravo. Sinon, j'ai aussi lu le tome 13 de Gamaran, le tournoi ultime. Un tome qui fait la fin de la première partie et qui met en place la deuxième partie du tournoi, ou la deuxième partie, non, la fin de la deuxième partie, il met en place la troisième partie, et met des combats finaux dans ce tome-là. On va revoir nos protagonistes tranquillement pas vite. On va voir des nouveaux adversaires, on va apprendre un peu plus c'est quoi qui se passe. Mais ça n'a pas été le tome qui m'a le plus titillé. C'est un tome qui m'a comme fait ok, c'est le fun. Gamma qui rencontre le méchant suprême. Yori qui se réveille de son combat contre le méchant suprême. Tu sais, Gamma qui fait un petit affrontement sympathique. T'es comme ok, mais il n'y a rien. T'as l'impression qu'il n'y a rien. Tout est correct. Donc c'est un tome de mise en place. Ça en prend. Mais dans une série comme Gamaran, ça paraît. C'est une série tellement axée sur l'action puis des petites mises en place que là, ça paraissait. Mais ça reste sympathique. Non. Ça, c'est certain. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 5 de Kaiju, Number 8, qui reste une très bonne lecture. On a la fin du petit combat de notre personnage contre le directeur Isao, non, de Kafka contre Isao. Et par la suite, on va avoir des petites conversations et paf, on tombe dans un nouvel arc de combat contre d'autres kaiju pour revenir après ça à la base, avoir un petit peu de discussion où Kafka se fait donner dans une direction, il se fait dire tu t'en vas là-bas. Et ben tout d'un coup, après ça, à la fin du tome, ben il y a des fourmis géantes qui sortent et c'est le temps d'un autre combat. Donc la série continue et là Kafka est plus capable d'utiliser le kaiju. Et doit dépendre de d'autres gens parce qu'il est comme hey, je suis plus capable de me transformer, guys! Oups! Donc ça reste intéressant, moins que le tome 4 sur le retournement de situation finale, mais ça reste vachement intéressant à lire. L'auteur réussit encore une fois à se renouveler pour l'instant. On sent que l'auteur ne pourra pas faire une série en 55 tomes de ça, mais pour l'instant ça reste solide. J'ai aussi lu le tome 8 de Spy Family, l'un des tomes que j'ai le plus aimé de la série jusqu'à là. C'est vraiment la croisière, on continue la croisière, mais on est surtout avec Yor qui va affronter différents assassins dans la croisière et de la voir se battre. Les différentes méthodes sont vraiment bien amenées. Les petits chapitres avec Anya et Lloyd vont être vraiment un petit peu pour briser la tension et être vachement sympathiques, mais les combats sont vraiment bien orchestré, on voit que l'auteur a du plaisir et on sent le tome complet sur ces séquences d'action-là que j'ai hâte de voir animé éventuellement dans une saison 2 parce que c'est vraiment beau à voir et ça donne la belle place à Yor. Donc un beau gros tome d'action avec une femme qui essaye de pas trop se salir, pas trop se déchirer, pas être maganée pour pas que sa famille ait des doutes sur son métier. Donc un tome très solide. J'ai aussi lu le tome 73 de Gintama. Me rapproche de la fin de Gintama. Tranquillement pas vite. J'ai le tome 74 dans la pile à lire. Ainsi que le tome 9 de Spy Family. Mon Dieu, tous les tomes que j'ai lus ce mois-ci. On reprend avec la planète, tout le monde, Sadaharu qui se sacrifie, mais qui sacrifie pas. Gin qui va vraiment prendre le lead dans ce tome-ci. Ça fait du bien. Il était temps que des choses se passent pour Gin, ainsi que l'agence à tout faire. Et on va voir vraiment le combat tranquillement pas vite final contre le boss. Tout le monde essaie de s'accaparer un petit moment. Tout le monde se fait avoir. Ça arrête pas. C'est un roulement d'événements dans ce tome-ci pour arriver justement au moment où Gin et l'agence à tout faire vont vraiment faire un début de leur vrai combat.
avec l'aide de Sadaharu à distance. Donc, c'est vraiment un tome où on voit que l'auteur a bien mis ses choses en place dans les derniers tomes, a bien travaillé son œuvre, et qui paye rendu au tome 73. Ça continue de payer. Gintama, pour moi, est en haut dans son style, et continuera de le garder, j'en suis certain. J'ai hâte de lire la fin de cet arc-là, et d'arriver dans l'arc final après. Pour moi, c'est sublime, Gintama. J'ai aussi lu le tome 4 de Frieren. Un tome 4 qui m'a laissé un petit peu plus dubitatif. C'est un tome qui avance pas tant de choses. Les personnages, oui, ils avancent. Mais on vient de gagner notre nouveau personnage que aussitôt il va partir de son bar faire sa propre quête. Parce qu'il veut retrouver son meilleur ami. Et pour ça, ça m'a comme fait un... Ah. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était un petit peu décevant. Le bout avec Frieren et son ancien ami nain, qui est un ancien nain qui n'est pas son ami à elle, qui a fait la quête avant, mais qu'elle avait déjà rencontré, était touchant. C'était peut-être le meilleur moment du tome. Parce qu'après ça, on se ramasse tout simplement à aller dans une nouvelle ville, rencontrer de nouveaux personnages, vivre des nouvelles petites péripéties. Frieren reste une lecture sympathique. Pas prise de tête. Mais c'est tout. Pour moi, c'est tout ce que c'est. J'espère que ça démarre un petit peu plus ou qu'il y a de quoi d'autre qui s'en vient. Parce que pour l'instant, je sens vraiment pas tant d'appartenance à cette série. Pour être honnête. Donc, c'est ça. Et pour finir, quel bilan. J'ai lu le tome 123 de Hippo, bien entendu. Un tome 123, encore une fois, où on va voir un combat d'ailleurs de Miyata. En partant le tome, on va se rendre compte que Miyata, il manque un petit peu de motivation. Sa motivation, c'est Hippo, puis Hippo, il fait plus de boxe. Fait que ça l'affecte, puis ça affecte les rivaux de Hippo et de Miyata et tout. Fait que c'est bien fait, c'est une première partie de tome vraiment efficace dans ce qu'il y a là comme message à nous faire passer au protagoniste. Hippo, il est comme, ouais, mais moi je retourne pas faire de boxe anyway. C'est comme, wow! Wow, c'est tout ce que j'ai à dire. Par la suite, on va avoir des petits chapitres humoristiques, on va avoir le début de l'entraînement du nouveau, de l'ancien bully du gars que Hippo a trouvé à un moment donné. Et le bully doit faire genre, ok, mais je veux devenir boxeur, entraîne-moi s'il te plaît, fais-moi ton élève. Et Hippo va faire genre, attrape des feuilles. Fait qu'on a une belle réflexion sur le premier tome, c'est le fun. Et éventuellement, il va décider de l'entraîner un petit peu, puis il va aller s'entraîner aussi au club, Hippo, ce qui est beau à voir aller. On voit à quel point, pour Hippo, la boxe est encore très importante, mais à quel point il veut façonner quelqu'un de nouveau maintenant pour ce métier. J'ai hâte de voir où on s'en va. Hippo reste une série merveilleuse et je sais absolument pas à quoi m'attendre, mais je suis totalement pour. Donc, c'était Manga qui vous dit ce fut un long bilan. Mais j'espère que ça vous a plu. Oui, c'est une grosse vidéo. J'espère que vous skippez les moments qui vous intéressent pas. Si vous voulez m'entendre parler du neuf, vous faites juste aller à cette partie-là. Je m'attends pas à ce que personne écoute le 1h10 que ça va avoir duré. Mais merci à vous pour le soutien. On continue de s'abonner, ça me fait plaisir de faire des vidéos. J'espère avoir des idées puis d'écrire des textes pour des vidéos plus longues. Sur d'autres sujets, peut-être pas plus longues qu'une heure. Des vidéos plus sur d'autres sujets, genre pourquoi lire One Piece? Ça pourrait être intéressant pour moi de les faire. Faut juste que je me motive à les faire. Mais sinon, les bilans restent, les unboxings restent. Et je vous dis, on se retrouve au prochain unboxing. C'était Manga Fan qui vous dit... à plus. Bye!